Ça va prendre des années pour retrouver tous les corps. Selon le ministre Cabagnal du Plan et du Développement pour la période 2021-2025, le PND va prendre en compte les priorités des visions internationales de développement économique et social, notamment les objectifs du développement durable des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il va aussi s'aligner sur la vision nationale de développement à long terme issue à la fois de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2030. L'ambition étant énorme et le défi plus grandiose. Pour le relever, le pays veut aller méthodiquement. À cet effet, il entend mettre l'accent sur certains piliers d'après le ministre. Ainsi, il s'agit pour le pays de procéder à l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes, mais aussi au développement du capital humain et la promotion de l'emploi sans oublier le secteur privé et la solidarité nationale de l'action sociale. Le développement régional est équilibré, la préservation de l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique. De plus, le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l'État et la transformation culturelle sont également inscrits sur le carnet des actions dans le cadre de ce programme national de développement. Notons que sur la base de ces 6 piliers, il est prévu des investissements sur la période 2021-2025 estimés à près de 59 milliards, environ 100 milliards de dollars américains, soit en pourcentage de 74% d'investissements privés et de 26% d'investissements publics. À travers ce programme, le gouvernement entend faire du secteur privé l'acteur clé de la création des richesses et d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC de Guinée-Conakry, appelle à une manifestation citoyenne et pacifique le 23 juin dans le secteur de Conakry pour réclamer, disent-ils, un délai raisonnable et consensuel autre que les 36 mois retenus par les forces militaires pour rendre le pouvoir aux civils. Cet appel à manifester sonne comme un affront au pouvoir militaire en place qui a interdit le 13 mai dernier pour 3 ans toute manifestation de nature à compromettre l'exécution correcte des activités devant conduire au retour des civils au pouvoir. Dans un communiqué, le FNDC dénonce entre autres, selon ses termes, la volonté manifeste de la junte de s'éterniser au pouvoir et son refus du dialogue et sa gestion unilatérale des affaires. Les marches du 23 juin serait ainsi une ouverture au dialogue initié par le FNDC qui est familière à des actions contestataires puisqu'en 2019 et 2021, ce collectif avait orchestré la mobilisation contre un 3e mandat d'Alpha Condé. Des Earls auraient alors fait des dizaines de morts civiles, ce qui fait craindre à une escalade de violence si cette marche du 23 juin est effective. Il est créé auprès du président de la transition une commission de rédaction chargée d'élaborer un avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation de l'État. C'est ce qu'indique le décret signé par le président Assimi Goïta et dévoilé le vendredi 10 juin. Elle sera composée d'un rapporteur général adjoint, des experts et d'un personnel d'appui. Selon le décret de création, la commission peut faire appel à des personnes ressources dans le cadre de sa mission. Elle pourra, par exemple, consulter l'ensemble des forces vives de la nation, dont les partis politiques et la société civile, les groupes armés signataires de l'accord pour la paix dans le nord du Mali, les syndicats, les organisations religieuses ainsi que les autorités traditionnelles pourront également apporter leur contribution conformément au décret présidentiel. Cette annonce survient tout de même alors que le président de la transition a signé le 6 juin un décret stipulant que les militaires gouverneraient jusqu'en mars 2024
avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue de cette période. Le timing choisi par le gouvernement malien ne doit rien au hasard. La signature du décret du 6 juin a eu lieu 2 jours seulement après que la CEDEAO s'est réunie à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire consacré à l'examen de l'évolution de la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Cela n'a permis aucune avancée sur les processus de transition en cours dans les 3 pays et l'organisation ouest-africaine a reporté ses prises de décision à son prochain sommet le 3 juillet. Encore une nuit sanglante au Burkina Faso. La nuit de samedi 11 à dimanche 12 juin, les populations de Ketenga ont subi une attaque des hommes armés. Selon des témoins, cela fait plusieurs jours que ces assaillants harcelaient les populations. Aucun bilan n'a pu être établi pour le moment. Au regard de la complexité de la situation, selon le porte-parole du gouvernement. Après l'attaque contre la brigade de gendarmerie, jeudi dernier, les forces armées sont venues en renfort et ont effectué un ratissage dans la zone. Elles sont reparties sur Dori en compagnie des forces de police et de gendarmerie. D'après le gouvernement, ces hommes armés ont fait irruption dans la commune de Ketenga pour s'en prendre aux populations civiles. Cette fois, ils sont revenus en grand nombre, précise une source sécuritaire. Un ancien élu de la région, jouant sur place, raconte que les témoins ont dénombré plusieurs corps dans un seul quartier de la ville suite à ces représailles des groupes armés. La situation a provoqué un déplacement des populations de cette commune vers Dori, à une quarantaine de kilomètres. Nous avons discuté avec les rescapés. Les groupes armés sont arrivés dans la ville de Ketenga le samedi aux environs de 17h. Et c'est là véritablement que le carnage a commencé parce que, semblerait-il, ils ont commencé à tirer à vue sur tous les hommes, en tout cas, qu'ils ont pu voir. Aussi, nous avons appris que les groupes armés ont donné un ultimatum de vider les localités parce qu'ils promettent de revenir pour terminer le travail s'ils trouvent en tout cas des personnes encore à Ketenga. Des blessés ont été transportés dans les centres de santé pour être pris en charge. Les populations de Dori craignent que leur ville soit insuffisante pour recevoir ces déplacés. Aujourd'hui, les gens sont dans un état psychologique assez difficile parce qu'ils ont peur et ils se demandent même si Dori va être suffisant. Est-ce qu'on ne va pas devoir aller ailleurs encore parce que Dori semble être très proche du lieu du drame et on ne sait pas ce qui pourrait arriver demain. Depuis 2015, le Burkina Faso fait l'objet d'attaques terroristes qui jusqu'ici n'ont pas exprimé leur véritable explication. Six pays étaient invités à cette 6e Assemblée générale des médiateurs de la République des membres de l'espace UEMOA. Au cœur de cette assemblée, la situation sociopolitique du Mali et du Burkina Faso sur la levée des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA contre les 2 pays. Nous pensons que c'est une des décisions, une des sanctions les plus, permettez le mot, tout à fait inutiles, inhumaines qui soient. Parce que nos espaces communautaires, du moins nos institutions communautaires, sont, ne serait-ce que pour le cas de la CEDEAO, sont d'abord dirigées vers les peuples. Depuis la prise des mesures sur le Mali et le Burkina Faso, sans oublier la Guinée, les 3 pays multiplient sans cesse des stratégies pour maintenir leur économie et satisfaire les besoins de leur population. Leur vision, c'est la protection, le bien-être, la satisfaction des besoins de nos peuples. Aujourd'hui, devant une telle sanction où on manque de tout, depuis l'alimentaire, c'est pratiquement des atteintes aux droits de l'homme. C'est pour ça que nous nous sommes sentis. En tant que parti politique, nous appelons nos membres à revenir, après que le gouvernement nous a assuré la sécurité, a déclaré John Nika, le secrétaire général de Chadema, le principal parti d'opposition de Tanzanie. Cet appel de retour au pays des membres exilés de Chadema, publié sur le réseau social Twitter, intervient 2 jours après que le ministre tanzanien des Affaires intérieures,
Ahmad Moussaouni, a déclaré devant le Parlement que la Tanzanie est sûre et les personnes parties à l'étranger pour des raisons de sécurité devraient revenir afin que nous construisions notre nation ensemble. Une action qui s'inscrit dans la volonté de Samia Suluhu Hassan, l'actuel président de la Tanzanie, à tendre la main à l'opposition. Ce depuis son accession au pouvoir le 19 mai 2021, en lieu et place du très autoritaire John Magufuli. La présidente Samia Suluhu entend redorer le blason de son prédécesseur, surnommé le bulldozer, à cause de sa gestion autoritaire du pays. Elle a d'ailleurs rencontré en février 2022, à Bruxelles en Belgique, Tundu Lissu, candidat à l'élection présidentielle de 2020 contre John Magufuli, qui avait dû s'exiler après plusieurs tentatives d'assassinat. Samia Suluhu, qui, à la suite d'un dialogue avec les leaders Tchadema, a promis aux Tanzaniens d'apaiser les divisions du pays. Des négociations s'organisent en coulisses entre le gouvernement d'Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré. D'après plusieurs diplomates africains et occidentaux, les discussions pourraient commencer dès la fin du mois de juin en Tanzanie, probablement dans la ville d'Arusha, connue pour avoir déjà accueilli le processus de paix rwandais en 1993. À l'origine de ce rapprochement, Olusegun Obasanjo, l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique de l'Union africaine, qui a multiplié ces derniers mois les allers-retours entre Addis Abeba et Makale, la capitale provinciale du Tigré. Soutenu en coulisses par des chancelleries occidentales, l'ancien président nigérian, âgé de 86 ans, plaide depuis septembre 2021 pour un cessez-le-feu permanent et complet entre les autorités fédérales éthiopiennes et les rebelles. La guerre, lancée en novembre 2020, a déjà fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et plongé le nord de l'Éthiopie dans une grave crise humanitaire. Telle qu'elle se dessine, les tractations à huis clos devraient réunir 2 délégations de 5 membres chacune. Si la signature d'un cessez-le-feu, un accord sur les livraisons humanitaires et la reprise des services élémentaires, électricité, banques, carburant, sont clairement sur la table, les questions territoriales, elles, ne devraient pas être abordées. Pour l'heure, les deux camps se font discrets sur d'éventuels pourparlers. Mais le changement de ton est palpable dans les couloirs du gouvernement fédéral. La porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed, Biyene Seyoum, a déclaré lundi 6 juin que le gouvernement adoptait une posture pacifique et qu'ils étaient entièrement engagés dans l'initiative de paix de l'Union africaine. Un volontarisme affiché, non dénué de... Dans l'optique de faire valoir sa vision managériale, centrée sur la discipline, l'éthique, la performance et la modernisation, la Caisse nationale de prévoyance sociale renforce son dispositif managérial. Et pour l'atteinte de ces objectifs, invite les personnes âgées de 70 ans et plus à se rapprocher de ces services décentralisés, précisément dans leurs différents centres de prévoyance sociale de rattachement. Munis d'une carte nationale d'identité, ceux-ci devront alors procéder à la phase d'identification physique dans la période allant du 1er au 30 juin 2022, sous peine d'une suspension de leurs droits dès le 1er juillet de la même année. Pour son directeur général, l'ambition reste la même. Alain Olivier Moukoulou-Mbondo entend par là même faire de la CNPS une entreprise au sens complet du terme. Par conséquent, un organisme irréductiblement tourné vers l'efficacité opérationnelle, la qualité de service, l'efficience et l'innovation. Que faut-il faire? Sur quelle planète et avec quel genre d'extraterrestres faut-il jouer pour bénéficier de la prestigieuse récompense individuelle au monde, le Ballon d'Or France Football?
Ce trophée qui échappe aux footballeurs africains semble être plus que jamais de l'apanage des autres, une incongruité au regard des performances affichées jusqu'ici. Des statistiques collectives et individuelles ahurissantes, des trophées glanés en club, pourtant lorsqu'il s'agit de CIC dans le top 3. Et oui, 27 longues années de dur labeur durant lesquelles ni Samuel Eto'o, ni Didier Drogba, ni Mohamed Salah ou encore Sadio Mané n'ont réussi à se démarquer, à en croire France Football. Pire encore, aucun d'eux n'a accroché le podium avec une regrettable 4e place pour tous. Ce qui suscite plusieurs autres interrogations et interpelle, notamment sur la place du footballeur africain dans le football mondial. En attendant l'édition de 2022 où le Français Karim Benzema semble détenir la faveur des pronostics, l'on est en droit de se dire que l'issue du Ballon d'Or France Football reste dépendante de la subjectivité. Ici, on crie, on saute, on vote pour celui qu'on aime. Qu'il soit le meilleur ne compte que trop peu. Un footballeur africain soumis à un suffrage européen part donc forcément avec un désavantage. La seule façon pour lui d'être sûr de triompher, c'est de réaliser des performances du niveau de Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi. En somme, être supérieur ne suffit pas. Le footballeur européen, évoluant en Europe, doit tout simplement se montrer stratosphérique. Et même jusque-là, on a l'impression que ça ne suffit pas. En Afrique, chaque jour a une sagesse. Un joli visage et de beaux vêtements ne font pas le caractère. Proverbe congolais. En Afrique, chaque jour a une sagesse. En Afrique, chaque jour a une sagesse.